Le message de ma petite sœur Chloé s'est affiché sur mon écran avant même que je ne parte travailler. Je démissionne. Tu vas devoir subvenir à nos besoins pendant que je me réorganise. Pas de salutation, pas de gêne, juste un ordre imposé au nom des liens du sang. Je suis restée là, mon torchon encore à la main, fixant ces mots comme s'ils avaient été répétés depuis des années. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai répondu, ce n'est pas ma responsabilité. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai signé ce contrat pour un poste à Londres que j'avais trop peur d'accepter jusque-là. 10 minutes plus tard, le nom de Béatrice, ma mère, a clignoté sur mon écran. Ce qu'elle a écrit ensuite n'a pas seulement mis ma patience à l'épreuve, cela a mis fin à 15 ans d'un silence que j'appelais autrefois la paix. À chaque dîner de famille, maman levait son verre et disait, à Clara, celle qui fait tourner cette famille. Tout le monde riait, mais je savais ce que cela signifiait, celle qui paie pour tout. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. Une maison soignée en banlieue de Lyon, un poulet rôti dans le four, le bruit d'un match de football à la télévision. À l'intérieur, chaque sourire avait un prix. Les petits rappels de maman concernant les factures de Chloé, le hochement de tête silencieux de papa vers moi quand l'addition arrivait. Même les câlins de Chloé étaient suivis de textos demandant « Peux-tu avancer le loyer jusqu'au mois prochain ?» 15 ans de ce régime ont transformé la responsabilité en réflexe. Je me disais que j'aidais simplement, que j'étais une bonne fille, une bonne sœur. Mais la vérité est que j'étais leur filet de sécurité et que personne ne s'est jamais demandé si j'avais les moyens de craquer. Chloé a toujours été la rêveuse. Elle passait d'un projet créatif à un autre, postant des citations sur la liberté alors que ses factures de téléphone tombaient sur mon compte. Maman la défendait comme si c'était un devoir sacré. Elle a juste besoin de soutien en ce moment, ma chérie. Tu es la personne stable. Stable. Ce mot me flattait autrefois. Maintenant, il ressemblait à une cage avec du papier peint. Julien, mon petit ami, l'a vu avant moi. Un soir, il m'a dit, tu sais qu'il t'aime parce que c'est pratique, n'est-ce pas? J'ai ri à l'époque, mais ces mots sont restés, silencieux et acérés comme une écharde. Le dernier dîner avant que tout n'éclate était une scène typique du théâtre de la famille Lefebvre. Chloé est arrivée avec 20 minutes de retard, vêtue d'un manteau de créateur qui aurait pu payer mes charges d'électricité. Maman a roucoulé, tu as eu une semaine si difficile, pendant que je servais le vin en prétendant ne pas exister. Papa a grogné son approbation. J'ai souri malgré la chaleur qui me montait à la poitrine. Après leur départ, je me suis assise seule à la table en fixant les assiettes vides et les reçus fourrés dans mon sac. Mon téléphone a vibré pour une autre notification, le forfait téléphonique familial. Mon propre nom était enterré sous tous les autres. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes notes et parcouru des années de transactions, loyer, assurance, réparation, anniversaire. Ce n'était plus de la générosité. C'était la preuve de tout ce que j'avais investi pour acheter la tranquillité. J'ai fermé l'application, je me suis adossée à ma chaise et j'ai chuchoté dans la cuisine silencieuse, combien de temps encore suis-je censée porter cette famille à bout de bras? Et quelque part au fond de moi, une voix que j'avais ignorée pendant des années a enfin répondu, tu n'as pas à le faire. Tout a commencé par un autre déjeuner dominical qui ressemblait à un déjà-vu, même table, même silence, même mise en scène. Chloé avait quitté son dernier emploi pour se concentrer sur sa santé mentale, et maman traitait cela comme un acte de bravoure. Cela demande du courage, mon cœur, disait-elle, les yeux brillants de fierté. J'ai fixé mon assiette. L'année dernière, quand j'ai pris un seul jour de congé pour épuisement, elle m'a traité de mélodramatique. Chloé faisait tourner sa fourchette, souriant alors que son copain, Enzo, s'adossait avec un sourire narquois. Elle construit sa marque, a-t-il dit. Tu ne comprendrais pas, Clara. Tu es plus profil entreprise. La façon dont il a dit profil entreprise donnait l'impression que c'était une maladie. Je voulais demander si sa marque signifiait que je devais encore payer ses factures, mais je me suis tue. Après le repas, maman m'a coincée près de l'évier, baissant la voix comme si elle livrait des secrets d'État. Ta sœur traverse une période difficile. Tu peux l'aider encore un peu, n'est-ce pas? Aider, le mot qui était devenu malaise.
J'ai hoché la tête comme je le faisais toujours parce que se battre ne changeait jamais rien. Cette nuit-là, j'étais au lit en faisant défiler mes notes. La liste des paiements me fixait, assurance auto, loyer, forfait mobile. Ma propre écriture ressemblait à des preuves dans un crime que je continuais de commettre contre moi-même. Julien a envoyé, ça va. J'ai tapé, juste fatigué. Puis j'ai effacé. Il a appelé à la place. Tu n'es pas seulement fatigué, a-t-il dit doucement. On te vide de ton énergie. Je peux gérer, j'ai chuchoté. Gérer, ce n'est pas vivre. La ligne est devenue silencieuse après cela, mais ces mots sont restés. 2 semaines plus tard, la véritable fissure est apparue. Il était tôt, peu après 8h12. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, mon ordinateur était ouvert, mon café refroidissait à côté de moi. Mon téléphone a vibré 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois. J'ai jeté un coup d'œil. Un message de Chloé. Je quitte mon job. Tu t'occuperas de nous pendant que je réfléchis à la suite. Pas de bonjour, pas d'explication, juste une attente. Je me suis figée. Pendant 1 seconde, mon cerveau a cherché ses vieux réflexes, calculer, ajuster, réparer. Mais quelque chose en moi a basculé de façon sismique. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, j'ai fixé l'écran et j'ai tapé 4 mots qui n'ont semblé être les miens qu'au moment où j'ai appuyé sur envoyer. Ce n'est pas ma responsabilité. Les mots sont restés là, tranchants et terrifiants. J'ai attendu la vague de culpabilité qui suivait habituellement, mais rien n'est venu, juste le silence. Devant moi, mon ordinateur a émis un signal pour me rappeler le contrat d'expatriation que j'évitais depuis des mois. Londres, date de début lundi. J'ai survolé le bouton, le cœur battant. Maman paniquerait. Chloé me traiterait d'égoïste. Papa me ferait la morale sur la famille. Mais ensuite, la voix de Julien a résonné dans ma tête, gérer, ce n'est pas vivre. J'ai déplacé le curseur, j'ai cliqué sur signer. C'était calme, presque banal. Mais au fond de ma poitrine, quelque chose s'est desserré pour la première fois depuis des années. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est rallumé. Maman. Son message brillait sur l'écran comme un voyant d'alerte. Si tu ne veux pas aider ta sœur, ne viens pas pour Noël. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne, et pour une fois, je n'ai pas ressenti de honte. J'ai ressenti quelque chose de dangereusement proche de la paix. Je pensais autrefois que le silence signifiait une punition, que si ma mère ne me parlait pas, j'avais forcément fait quelque chose de mal. Mais ce matin-là, quand son message est arrivé, si tu ne veux pas aider ta sœur, ne viens pas pour Noël, le silence qui a suivi n'a pas fait mal. Il semblait propre. J'ai posé mon téléphone et j'ai juste écouté le ronronnement du frigo. Pas de cris, pas de culpabilité forcée, pas d'exigence. Pour la première fois depuis des années, le calme m'appartenait. Puis je me suis tournée vers mon ordinateur. Le contrat pour Londres était toujours ouvert depuis la veille, m'attendant comme un défi. Logement inclus, frais de réinstallation couverts, début lundi. Chaque excuse que j'avais formulée, maman va paniquer, Chloé va s'effondrer, semblait enfantine maintenant. J'ai cliqué sur confirmer. Ce n'était pas un sentiment de triomphe. C'était paisible, comme entrer dans une pièce où l'air convient enfin à mes poumons. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. La liste des virements automatiques que j'avais ignorés pendant des années remplissait l'écran, forfait mobile familial, assurance de Chloé, facture d'électricité pour la maison de mes parents. Mon pouce a survolé le bouton annuler et a tremblé une seule fois. Puis un par un, j'ai commencé à couper les liens. Annuler, supprimer, désactiver. Chaque clic résonnait comme un battement de cœur, régulier et définitif. Je m'attendais presque à ce que la foudre tombe ou que maman apparaisse à ma porte, mais l'appartement est resté calme. Le seul son était ma propre respiration. Un message vocal de tante Monique est arrivé en plein milieu du processus, sa voix mielleuse, chaque mot aiguisé par la culpabilité. Ma chérie, la famille donne et reçoit. Peut-être pourrais-tu donner un peu plus en cette saison. Dieu te le rendra au décuple. J'ai supprimé le message sans l'écouter jusqu'au bout. L'après-midi,
j'ai rédigé quelque chose de nouveau, un plan de sortie. Ce n'était pas dramatique, juste des points essentiels. Retirer mon nom du forfait téléphonique. Dissocier l'assurance auto de Chloé. Annuler les services liés à l'adresse des parents. Geler la ligne de crédit partagée. Transférer les économies. J'ai fixé la liste, le poids de tout cela était à la fois terrifiant et exaltant. Julien a appelé ce soir-là. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Je crois bien, j'ai dit. J'ai enfin dit non. Il a marqué une pause. Tu n'as pas dit non, Clara. Tu t'es dit oui à toi-même. Quand nous avons raccroché, je me suis assise par terre entourée par le bourdonnement tranquille des appareils, l'odeur du café devenu froid et un sentiment croissant de contrôle. J'avais toujours imaginé que la liberté hurlerait, mais non. Elle chuchotait. Cette nuit-là, j'ai préparé une petite valise, passeport, vêtements de travail, une photo de moi et Julien au lac d'Annecy. Tout le reste pouvait rester. À 18h47, mon téléphone a encore vibré. Maman. Réunion de famille ce soir, 19h précise. Tu seras là. J'ai regardé l'écran, puis j'ai répondu simplement et calmement, je ne viendrai pas. À 19h52, la sonnette a retenti. Pendant un moment, je n'ai pas bougé. Le son a résonné dans mon appartement, net et insistant, perçant le silence comme un avertissement. Quand j'ai regardé par le Judas, papa était là, sa chemise de travail encore boutonnée, le visage rouge, la mâchoire serrée comme du granit. Ouvre la porte, Clara, a-t-il dit, la voix basse. Ne joue pas à ça. J'ai gardé ma main sur le verrou. Je ne joue pas. Il a marmonné quelque chose sur le manque de respect, sur le fait que j'avais changé depuis cette nouvelle offre d'emploi. Puis ses pas se sont éloignés, ne laissant que le silence et le faible bourdonnement des lumières du couloir. J'ai appuyé mon front contre la porte et j'ai expiré. Il ne venait pas pour discuter. Il venait pour gagner. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Appel vidéo. Réunion de famille. Pendant 1 seconde, j'ai envisagé de l'ignorer, mais une partie plus froide de moi voulait les voir, voulait enfin arrêter de faire semblant. J'ai accepté. L'écran s'est allumé. Maman était dans la cuisine, les bras croisés, son tablier encore sur elle. Papa était assis à table à côté d'elle, une bouteille de bière à moitié vide. Chloé était près de lui, les yeux gonflés mais parfaitement cadrés par la caméra. Enzo rôdait derrière elle en faisant défiler son téléphone, souriant comme si tout cela n'était qu'un spectacle. La voix de maman est venue douce, préparée. Pouvons-nous s'il vous plaît parler comme des adultes? J'ai forcé un petit sourire. C'est ce que je fais depuis toujours. Chloé est intervenue. Tu nous as fait honte, Clara. Tu m'as fait passer pour une mendiante. J'ai gardé ma voix calme. Tu as envoyé une exigence. J'ai refusé. Sa lèvre inférieure a tremblé, le même geste qu'elle utilisait depuis que nous étions enfants. Tu ne crois pas en moi. Tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas vrai, j'ai dit doucement. Je croyais que tu grandirais. Enzo a ri sous cape. Elle est tellement coincée. Pas étonnant que tu restes seule la moitié de l'année. Mes yeux se sont tournés vers lui. Est-ce que tu t'entends parler? Il a haussé les épaules. C'est juste une blague. La patience de maman a lâché. Ça suffit, Enzo. Puis elle s'est tournée vers moi, la voix se durcissant. Le projet de ta sœur pourrait changer sa vie. Elle a juste besoin de quelqu'un de responsable sur le papier. Papa s'est penché en avant, les mains jointes comme s'il négociait un contrat. Ce n'est même pas risqué. Un petit prêt, 150 000 tout au plus. Tu signes en tant que garante, c'est tout. J'ai répété les mots lentement comme si je goûtais quelque chose d'amer. Vous me demandez de me porter garante pour un prêt de 150 000 € pour quelqu'un qui a démissionné de son travail la semaine dernière. Le ton de maman s'est durci. Ne sois pas mélodramatique. Nous t'avons mieux élevé que cela. C'était ça. Le déclic. Le son dans ma tête quand quelque chose finit par se briser, mais pas bruyamment. Silencieusement. Proprement.
J'ai pris une profonde inspiration. Vous ne m'avez pas élevé pour dire oui, j'ai dit. Vous m'avez élevé pour survivre en disant non. Silence. Un vrai silence. Le genre qui remplit une pièce et presse contre vos côtes. Le visage de papa est devenu rouge vif. Surveille tonton. Je le surveille, j'ai dit calmement. Je suis sereine. Les yeux de maman se sont plissés. Alors c'est ça. Tu abandonnes ta famille. Je refuse d'être votre plan financier. La voix de Chloé s'est brisée. Tu me punis parce que je suis différente. Non, j'ai dit. Je fixe des limites. Il y a une différence. Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Tu penses que tu vaux mieux que nous. Je pense que je suis fatiguée. Maman a frappé la table du poing, le bruit résonnant dans le haut-parleur. Tu le regretteras, Clara. J'ai hoché la tête une fois. Peut-être, mais au moins ce sera avec mon propre argent. Et avant que quiconque puisse reprendre la parole, j'ai raccroché. Pendant quelques secondes, je n'ai entendu que ma propre respiration. L'appartement était sombre, les derniers éclats de lumière du jour glissant à travers les stores. J'ai regardé mon téléphone, les messages affluaient les uns après les autres. Maman, tu es cruelle. Papa, tu t'excuseras quand tout cela sera passé. Chloé, tu as détruit cette famille. Tante Monique, le pardon guérit, ma chérie. Dieu voit ton cœur. J'ai retourné le téléphone face contre table. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était sacré. Puis j'ai ouvert le fichier intitulé Plan de sortie. J'ai coché chaque case, retiré du forfait, assurance dissociée, factures annulées, ligne de crédit fermée, vol réservé. Au moment où minuit a sonné, il y avait 43 appels manqués clignotant sur mon écran. Aucun de Julien. Il savait. À minuit 7, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Salut. Sa voix était douce. Tu as l'air plus légère. Je crois que j'ai fini, j'ai dit. Alors fais ce qu'il faut. Pas pour te venger, pour ta paix. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. La rue en bas était calme, déserte. Le genre de calme que j'enviais autrefois dans la vie des autres. Pour une fois, c'était le mien. Au matin, les représailles ont commencé. Une publication Facebook de maman sur les enfants ingrats, un texto de tante Monique avec un verset biblique sur le pardon, une story cryptique de Chloé. Parfois ceux que vous aimez vous freinent. Il voulait que la honte soit ma punition, mais je ne ressentais que du soulagement. Cet après-midi-là, j'ai fini de faire mes valises. Mon passeport, mon badge de travail et le contrat signé rangé dans un dossier. Quand j'ai fermé la fermeture éclair de la valise, le bruit a semblé définitif, comme une porte se fermant doucement derrière moi. En enfilant mon manteau, mon téléphone a vibré une dernière fois. Encore maman. Nous n'oublierons pas cela, j'ai tapé lentement, chaque mot pesé. Moi non plus. Puis je l'ai éteint. Dehors, l'air était froid mais pur. Le ciel au-dessus de la ville était pâle et clair, comme le début de quelque chose qui n'avait pas besoin de permission. J'ai verrouillé la porte derrière moi, ma valise roulant sur le carrelage du couloir. Chaque pas était la preuve que j'avais enfin cessé d'être utile pour commencer à être libre. L'aéroport sentait le café brûlé et la pluie du petit matin. J'ai avancé dans la file à moitié éveillée, à moitié légère. Pas de groupe de discussion qui vibre, pas de culpabilité qui s'immisce dans chaque pensée. Juste le doux roulement des roues de mon bagage et le son de ma propre respiration. Quand l'avion a décollé, j'ai appuyé mon front contre le hublot et j'ai regardé la ville rétrécir sous les nuages. Pendant 15 ans, cet horizon avait été synonyme d'obligation. Maintenant, il semblait presque beau de loin. Londres était plus froide que ce à quoi je m'attendais, des cieux gris, des pavés mouillés, un air qui avait un goût de sel et de liberté. L'appartement de fonction était petit, une chambre avec des murs blancs et une vue sur le canal. La première nuit, j'ai déballé une valise, préparé un thé et je suis restée à la fenêtre jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Tout ce qui se trouvait entre ces murs m'appartenait. Chaque facture, chaque choix.
Une semaine plus tard, un message vocal de maman est arrivé. Sa voix tremblait entre la fierté et le ressentiment. Chloé a trouvé un travail à mi-temps. Nous allons bien. Ton père te dit bonjour. Je l'ai écoutée 2 fois, pas pour ce qu'elle disait, mais pour ce qu'elle ne disait pas. Pas de culpabilité, pas d'exigence, juste de la distance. Je n'ai pas rappelé. Je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes vieilles notes, des pages de factures et de paiements autrefois étiquetées famille. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai tapé une dernière ligne, d'être effacée émotionnellement et autrement. Puis j'ai fermé l'ordinateur et j'ai laissé le calme remplir la pièce. Pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à la paix. La lumière du dimanche matin s'est répandue sur la table, capturant la vapeur de mon café. Pas de téléphone qui vibre, pas de nouvelles exigences, juste le calme. J'ai pensé au premier message qui avait tout déclenché. Tu t'occuperas de nous pendant que je réfléchis à la suite. Peut-être qu'autrefois je l'aurais fait par habitude ou par peur, mais plus maintenant. J'ai souri à mon reflet dans la vitre, la ville se déployant derrière moi comme une page blanche. L'amour véritable ne vous épuise pas, il vous stabilise. Cette histoire nous montre à quel point il est difficile mais nécessaire de se détacher des dynamiques familiales toxiques. En France, la famille est souvent considérée comme le pilier central de la vie, et l'idée de couper les ponts ou même de simplement dire non peut être perçue comme un acte de trahison ultime. Pourtant, comme le montre le parcours de Clara, la stabilité émotionnelle et financière ne doit pas être un fardeau que l'on porte au détriment de ses propres rêves. Le sacrifice de soi au nom de la famille a ses limites, surtout quand ce soutien n'est plus une aide temporaire mais devient un mode de vie pour les autres. Apprendre à poser des limites est une forme de respect envers soi-même. Ce récit met en lumière le courage qu'il faut pour briser le cycle de la dépendance et de la culpabilisation. La paix intérieure n'a pas de prix, et parfois, s'éloigner géographiquement est le seul moyen de se retrouver soi-même. Qu'avez-vous pensé de la décision de Clara de partir sans donner de seconde chance à sa famille? Auriez-vous eu le courage de couper tous les virements bancaires du jour au lendemain comme elle l'a fait? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.